Bonjour tout le monde, avec vous Marie-France Bélan, fondatrice de Noir sur Blanc et votre animatrice pour le podcast L'Art du Slow Living. Aujourd'hui, j'aborde avec vous, moi, ce que j'appelle une tendance, sans en être une nécessairement officielle, mais aujourd'hui, je voulais vous parler des pièges du design beige. Puis là, quand je dis design beige, là, allez pas prendre ça personnel dans le sens où je parle de la couleur beige. C'est pas du tout mon intention. Je veux pas parler de couleur avec vous aujourd'hui. Quand je parle de design beige, je parle vraiment de cette approche-là où tout est standardisé ou interchangeable. J'aurais pu parler de design blanc ou de design gris, là, on s'entend, selon le moment où on regarde, là, le gris a pris beaucoup d'ampleur. Là, je filais beige ce matin, fait que j'ai appelé ça le design beige. Ce type de design-là, moi, je le vois surtout comme une approche de conception qui est vraiment, qui suit les tendances, ce qui fait en sorte que ça produit beaucoup d'espaces qui sont impersonnels, qui sont éphémères ou surtout qui vont être interchangeables. Donc, ça va être des beaux espaces, ça va être des beaux, des concepts qui sont sophistiqués, qui peuvent être très apaisants, déposés, qui vont marier différentes couleurs, là. Donc, c'est pour ça que je disais, aujourd'hui, c'est pas un podcast sur la couleur beige, c'est vraiment sur l'intention en design comme tel. Donc, ce type de design-là, c'est que bon, j'aurais pu l'appeler aussi les pièges design un peu Airbnb, là. Fait que, tu sais, que ça plaise à tout le monde. En design, on veut pas quelque chose d'universel, c'est le contraire. On veut aller chercher quelque chose qui va piquer l'identité du client, dans lequel la personne, l'occupant, va se sentir vraiment que c'est un reflet de lui-même, de qui il est. Donc, je vous partage quelques enjeux du design beige aujourd'hui. Donc, pour commencer, les premiers dangers, c'est justement d'aller chercher une uniformité. Donc, les gens vont souvent avoir tendance à vouloir reproduire ce qu'ils voient, étant donné aussi qu'ils ne sont pas spécialisés dans le domaine, c'est rassurant. C'est rassurant d'avoir une photo dans un magazine, sur Pinterest, sur les médias sociaux, sur différentes plateformes. Et là, justement, les tendances reviennent et tout, fait que c'est facile de se dire quand on connaît pas ça, ben tu sais, moi ça je trouve ça beau, moi ça je trouve ça beau, moi ça me plaît pas, puis on fait du ménage comme ça, sauf qu'à la fin, on reprend des choses qui ont été intégrées ailleurs pour d'autres personnes. Fait que quand on arrive avec beaucoup d'inspiration, quand les clients arrivent comme ça avec beaucoup d'inspiration, c'est là le défi. C'est là le défi parce que c'est facile de se dire, ah ben tu sais, c'est cool, mon client, il sait ce qu'il veut, ça va rouler, ça va bien aller, fait que je pars avec ça, puis j'avance. Euh, quand, comment je pourrais dire, quand j'ai fait la conception de mon ancienne maison, j'étais la première à être dans ce danger-là, finalement, parce que moi, je voulais être sûre que je traduisais tout ce que j'avais dans ma tête. J'avais pas les compétences à ce moment-là pour le faire, mais je voulais m'assurer que mon architecte, mon technologue, qui lui allait me faire mes plans de ma maison, allait tout comprendre ce que j'avais dans ma tête parce que lui avait les habiletés pour mettre en image ce que moi j'avais dans ma tête. Fait que je suis arrivée avec énormément d'inspiration, mais ça, c'est comme un peu comme pour un artiste. Moi, un client qui arrive avec ah, ben tu sais, j'aime ce style-là, cette forme-là, je trouve ça le fun. Là, il y a telle affaire de l'autre artiste, j'aime les couleurs, là, ça, de cet artiste. Puis là, on se retrouve à faire quasiment plus du graphisme ou de l'infographie que de l'art. C'est un danger, puis il faut ramener où il faut se ramener, en fait, en perspective, où le design, c'est un travail créatif à la base. C'est pas seulement un travail technique. Il y en a des clients que ce qu'ils vont vouloir aller chercher dans le designer, c'est vraiment le côté technique, les plans et tout, mais c'est pas le cas tout le temps. Puis je pense qu'il faut ramener justement la profession à la bonne place, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle qui va quand même beaucoup changer ce volet-là, technique, avec les outils et tout.
qui vont se perfectionner, qui vont accélérer le temps. Les gens vont être capables d'arriver à certaines choses par eux-mêmes. Donc, de créer, d'avoir une signature dans son design, que vous le fassiez vous-même ou que vous soyez un professionnel qui m'écoutez, faut faire attention. À cette uniformité-là, il faut vraiment aller se coller sur le client. C'est ce qui va créer le caractère de l'espace, c'est ce qui va éviter que ce soit interchangeable parce que ça se fait au détriment de l'unicité. C'est pas ça qu'on veut comme signature en design, c'est sûr et certain. C'est certain qu'en se collant sur les tendances, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, je ne veux pas me répéter nécessairement, mais faut prendre en considération que les tendances, souvent c'est inspiré des matériaux, il y a quand même une certaine opulence aussi qui est poussée de par le marketing et tout pour faire voir les nouveautés, pour inciter les gens à changer des choses qui pourraient être encore bonnes. Donc, moi, je suis une grande adepte et, on va dire, défendeur, en tout cas, prenez comme vous voulez, du design durable, de la revalorisation, de travailler avec l'existant. C'est ce qui va permettre de se repousser un petit peu des tendances puis de l'obsolescence qu'ils vont apporter. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on a une céramique 12 par 12 que là, maintenant, on n'en voit plus nulle part puis que c'est plus beau. Il y a moyen de faire. Je comprends qu'il y a quand même certains matériaux avec le temps qui ont mal vieilli. Ça, c'est autre chose. Mais, je veux dire, la céramique 12 par 12 qui est noire, qui est peut-être pas le nouveau fini, là, qui vient de sortir, il y a quand même moyen de faire un très, très, très bel espace en conservant des éléments qui sont là. Puis c'est ce qui va permettre justement d'avoir quelque chose qui est durable, qui a une empreinte écologique qui est la plus faible possible par rapport à tout remplacer. Et puis surtout qui va faire en sorte que le design va se trouver à ne pas être beige avec toutes les nouveautés, comme quand on part vraiment avec une carte blanche à tout coup. L'autre côté, c'est qu'un design que moi je qualifie de beige, gris ou blanc, selon comme vous voulez l'entendre, ça va être porté à être souvent impersonnel. Il y a des tendances qui sont là, il y a des designers, je pense, qui ont apporté quand même leur signature sur le marché, dans la façon d'interpréter les styles de design, dans la façon de s'adapter aussi aux besoins, aux réalités d'aujourd'hui. Les gens ont besoin, il y a tellement de stimuli partout, on veut s'apaiser, on veut se reconnecter avec soi, fait que des espaces qui sont un peu plus dépouillés, autant en termes de couleurs, en termes d'objets et tout, ça parle bien aux gens, puis ça c'est tout à fait correct, mais il faut quand même trouver au travers ça des éléments de personnalisation qui sont bons uniquement pour ces clients-là. Puis c'est là, je pense, le gros défi quand je parle de design beige, c'est d'aller chercher cet attachement émotionnel-là qui va au-delà de la décoration, qui va au-delà du fonctionnel, mais qui va aller vraiment ramener les gens dans leur espace pour que ce soit significatif, pour que leur espace devienne, oui, un lieu de ressourcement, mais à leur image, à l'image de qui ils sont. Euh, donc, j'aurais vraiment énormément de difficultés, exemple, à prendre des gens qui sont très, très actifs dans la vie, et puis que la maison au complet soit complètement dépouillée. Ça prend de la couleur à quelque part, ça prend du punch, ça prend quelque chose qui va ramener leur personnalité dans leur espace. C'est ça qui va faire que ce soit durable. Il y a des endroits où, oui, le calme va avoir leur place parce que ces gens-là qui sont très actifs ne veulent pas nécessairement l'être 100% du temps, mais il faut trouver une façon d'allier les deux ensemble. Dans le design universel, si on veut, ce qu'il faut faire attention, c'est d'aller au-delà des inspirations de Pinterest. Présentement, je suis en train de travailler sur ma formation avec s'inspirer, avec l'intelligence artificielle. C'est ma façon justement d'aller chercher le côté le plus unique possible par rapport aux médias sociaux ou à Pinterest, qui est une plateforme que j'utilise quand même beaucoup, mais qui a des dangers.
qu'il y a des dangers autant du côté du designer que du côté du client selon lequel vous êtes. Mais oui, on peut les utiliser, mais c'est comme dans n'importe quoi. Les algorithmes vont finir par montrer un certain style, vont finir par savoir ce que vous regardez de façon générale, puis c'est ce que vous allez finir par voir tout le temps. Fait que c'est difficile de sortir de ça. Euh, donc, je pense que c'est important de, de prendre ces inspirations-là que d'autres designers partout au Québec, partout dans le monde ont travaillé, ont mis de l'avant et de les amener à votre sauce, à votre image, à vous, que vous soyez une passionnée de design qui fait ça pour le plaisir chez elle ou une professionnelle. Je pense que le défi demeure le même, c'est de prendre les inspirations sans reprendre les éléments qui sont là. Donc, de savoir dans ce que vous voyez, euh, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui capte votre attention au niveau de l'ambiance, au niveau de la personnalité de l'espace. Euh, Puis une bonne façon d'aller chercher une touche unique le plus possible, ben c'est certain, c'est d'utiliser l'art comme signature. Donc, c'est d'aller chercher des artistes locaux qui vont avoir une expression sur les émotions de la personne, sur vos émotions, sur votre culture, sur fondamentalement qui vous êtes, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous apaise, vous fait réfléchir. L'art peut faire tout ce travail-là. Ça n'a pas besoin de se porter dans tout l'espace nécessairement. Euh, Ça permet cette touche-là artistique qui est unique, qui va au-delà de la décoration qui est purement esthétique, va vraiment créer une signature qui va relier la personne, vous relier avec votre environnement. Donc, c'est là qu'on amène vraiment aussi une expérience client qui est complètement différente du design beige universel. Du côté des designers, celui-là est un petit peu plus pour vous autres, mais les amateurs vont peut-être trouver leur compte là-dedans aussi. C'est le côté éducation. Donc, comme les gens qui vous abordent veulent aller chercher votre expertise, veulent aller chercher votre savoir-faire, votre créativité, le petit plus que vous êtes capable de leur apporter, qu'eux ne sont pas en mesure de faire par eux-mêmes. Par contre, quand justement ces gens-là arrivent avec beaucoup d'inspiration, vous avez toujours une portion d'éducation à faire. C'est sûr qu'il faut que ça se fasse sur une base bienveillante, mais de leur montrer que oui, vous entendez les besoins qui sont exprimés au travers leurs inspirations, mais que vous êtes capable d'aller au-delà de ça. Puis c'est ce qui va faire en sorte que l'expérience client va être différente, que l'attachement que votre client va avoir par rapport à vous, par rapport à votre expertise, à votre savoir-faire va être encore plus grand que si vous prenez les inspirations. C'est comme un espèce de mix and match là, où on prend plusieurs choses puis on recolle ça ensemble. Je pense que c'est pas ça nécessairement le fondement du travail du designer. Et dans le cadre du client, ben, si c'est juste un travail de mix and match, certains sont capables de le faire eux-mêmes, ils ne contacteraient pas un professionnel pour le faire. Donc, c'est vraiment là que ça devient super intéressant où, avec le client, ça peut être un processus qui est hyper collaboratif, qui est hyper créatif aussi. Euh, D'encourager l'implication des clients dans le processus créatif, leur montrer différentes choses, les amener ailleurs aussi. Donc, d'entendre, comme je disais, les besoins, mais de leur proposer des éléments qui vont au-delà. Puis, bien entendu, de laisser certaines tendances de côté qui, elles, vont avoir souvent l'effet d'être un petit peu universel, justement. Donc, dans cette capsule-là, ce que je voulais surtout vous partager, c'est si votre voisin est capable de juste prendre ses valises puis venir s'installer chez vous puis qu'ils se sentent chez eux sans rien changer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut à la base. Il y a des éléments de personnalisation qui manquent au niveau de l'espace. C'est important qu'un design raconte l'histoire de ses occupants, que ce soit dans du résidentiel, du corporatif. À la limite, même dans des projets commerciaux, ça peut être super intéressant parce que
on a quand même des profils de clients qui vont être là, où on sait un peu qui ils sont avec le temps, où le design de l'espace va s'établir en fonction de cette étude de marché-là, finalement. Donc, je vous lance la réflexion. Vous, comme designer ou comme amateur de design qui allez concevoir vos espaces pour votre maison ou pour des projets, euh, c'est quoi l'élément qui vous distingue? C'est quoi l'élément qui fait en sorte que vous n'êtes pas dans le design beige? Allez ressortir tous vos projets que vous avez faits. Qu'est-ce qui est vraiment collé sur les tendances? Qu'est-ce qui était du Pinterest où là, euh, si, exemple, je rentrais dans le projet, ben, tu sais, c'est quoi les éléments de l'externe, on serait capable de dire, ah, ben, ça, je l'ai vu dans un magazine. Ah, ce tel designer a fait ça comme ça. Ah, ça, ben, tu sais, on en voit beaucoup de telle façon. Donc, ça c'est du design beige. Si tous les éléments sont un mélange, un harmonieux mélange de styles, un reflet de la personnalité des clients. Donc, si je rentre dans l'espace, si j'ai l'impression de connecter avec les gens qui sont là, de mieux les comprendre, de mieux les connaître, bravo, vous avez remporté, vous avez réussi à créer un espace qui va être intemporel, qui va être capable d'évoluer avec vous, avec les occupants qui sont là, puis qui vont vraiment refléter l'essence profonde de qui ils sont. Donc, le vrai défi, c'est pas de suivre les tendances, mais c'est de révéler qui utilise vraiment l'espace. C'est quoi la personnalité de ces gens-là? Euh, donc, j'espère que cette formule-là vous a plu. Je suis allée un peu plus audacieuse ce coup-là. Comme je vous dis, je veux pas. C'est pas en lien avec la couleur. Je pense que j'aurais, comme je disais, j'aurais pu l'appeler de toutes sortes de couleurs. C'est sûr que du beige, il y en a beaucoup présentement. C'est là pour certaines raisons aussi, comme le fait que la couleur de l'année est dans les teintes de brun et tous les gens cherchent à s'ancrer. Mon intention n'est pas de pointer du doigt la couleur, c'est surtout de pointer du doigt un peu les tendances puis l'influence que les médias, le marketing, les produits et tout vont avoir dans notre façon de concevoir les espaces. Quand on se reconnecte au client, quand on se reconnecte à soi en premier lieu pour concevoir son espace, on s'en fout complètement des tendances. Donc j'espère que vous allez porter cette réflexion-là, en fait, sur les espaces que vous avez conçus. Êtes-vous certain à chaque fois que vous êtes allé saisir le fondement profond de la personnalité des gens qui vont utiliser cet espace-là? Si c'est vous, est-ce qu'on est capable de vous reconnaître, de mieux vous comprendre, de mieux savoir à qui on a affaire en pénétrant dans l'espace? Est-ce que cet espace-là, il n'est pas interchangeable? C'est vraiment votre image à vous, puis un autre membre de votre famille, un voisin et tout, ne pourra pas prendre cet espace-là tel que tel. Il va aller remettre certains éléments à sa sauce. Si c'est le cas, ben bravo, vous avez une belle signature, vous avez fait un bon travail. Si, de l'autre côté, vous le savez que justement, Pinterest, c'est votre outil d'inspiration principal, ben faites juste attention de ne pas trop vous camper sur ces éléments-là que vous voyez. Ce ne sont que des inspirations. Trouvez à l'intérieur de ça qu'est-ce qui vous parle au-delà de la matière, le look et tout. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin que les éléments qui sont vus, qui sont repris dans le design comme tel. Si vous avez envie d'intégrer de l'art dans vos projets, ça me fera un grand plaisir de vous accompagner là-dedans pour aller trouver justement. Moi, j'y vais toujours juste avec l'humain en premier. Donc, moi, je ne cherche pas l'œuvre, je cherche l'artiste. Donc, l'humain qui parle à l'humain. La démarche artistique qui va aller capter l'attention de la personne en premier, puis après, on s'attarde davantage à l'œuvre. C'est ce que je trouve merveilleux, justement, moi, c'était ça. Je commençais
À l'époque, je commençais tous mes concepts de design avec de l'art. C'était ce qui me permettait de m'assurer que j'avais bien saisi la personnalité, les goûts, le style, les souvenirs, l'histoire de mon client en premier. Et puis après ça, le restant du design se faisait tout seul. Puis j'avais la certitude que mon espace allait être complètement personnalisé, justement parce que mon point de départ était de l'humain à l'humain. Donc, on oublie un peu le côté superficiel des fois qui peut venir avec le design, la décoration, peu importe. On se reconnecte vraiment avec l'essentiel. Alors voilà, donc partagez-moi votre feedback comme d'habitude. J'aime beaucoup avoir soit des commentaires, des thumbs up, savoir si le sujet vous intéresse. Et puis, écoutez, j'ai encore beaucoup d'autres sujets en réserve, c'est sûr et certain. Mais l'art du slow living, c'est vraiment de ramener l'humain dans son espace. Donc, le plus grand ennemi du design, pour moi, c'est le design universel. C'est le design qui peut être interchangeable à tout le monde. Fallait que j'aborde le tout aujourd'hui avec vous. Alors, on se reparle pour un prochain podcast.